Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la rentrée. Et oui, après une pause estivale qui finalement aura concerné tout le monde, on est de retour avec la 14e manche de la saison à Spa, mais aussi tout un paquet d'actualités. Il se passe énormément de choses en Formule 1, accrochez vos ceintures, on fait un point global. Et on commence avec la piste car on a déjà eu 2 jours de roulage à Spa sur un circuit un petit peu remodelé. Le tracé en lui-même n'a absolument pas bougé, mais autour il y a eu des aménagements, notamment pour accueillir la moto. Ainsi, à la source désormais, il y a un bac à gravier, cool, plus personne ne pourra gruger le départ. Il y en a aussi dans d'autres endroits comme à Bruxelles ou à Pouhon. Le Raidillon lui a vu son environnement évoluer, les dégagements sont bien plus larges et devraient éviter les retours en piste après un crash, bonne nouvelle. Et que dire de cette magnifique nouvelle tribune où la vue doit être absolument inoubliable. Mais ce qui est surtout génial à Spa, c'est qu'avec 6 pilotes pénalisés, on va quasiment avoir une grille inversée aujourd'hui en course. Les deux leaders Max et Charles s'élanceront 15e et 16e, devant Ocon et Norris qui se disputent la place de meilleur des autres et la 4e du constructeur. Enfin, la dernière ligne est composée de Joe et de Schumacher. Bottas a aussi pris des pénalités, mais en ayant changé moins de choses, il n'est pas obligé de partir du fond de la grille comme les autres. C'est pour ça qu'il est devant tous les autres pénalisés 14e. Et du coup, ça a offert des opportunités, notamment pour les numéros 2 qui se sont disputés la pole, et c'est Carlos Sainz qui a chopé sa 2e en carrière. Le dernier tour a été raté, le premier était très loin de Max, mais bon, ça suffit, car Checo, lui, s'est raté encore plus et 2 fois. Concernant la course, la Red Bull m'a l'air bien au-dessus du reste du plateau ici à Spa, c'est même assez impressionnant, mais il faut voir en termes de rythme, et surtout, on sait que Checo en ce moment, il a beaucoup de mal. Du coup, c'est assez dur d'estimer lequel est favori pour la victoire. Sainz, en partant premier avec sa Ferrari, doit gagner, mais Checo a sûrement la meilleure voiture. Oui, mais on sait que ça va pas fort en ce moment, etc., etc. En tout cas, si c'est pas un des deux qui gagne, c'est un sacré camouflet qui risque de leur faire très mal pendant un long moment. Les deux Mercedes, elles ne semblent pas dans cette lutte. Elles sont même devancées par le père Fernando en qualif, qui s'élancera donc 3e, bravo. Alors, elles sont toujours bien meilleures en course qu'en qualif. On commence à en avoir l'habitude, mais déjà, elles sont bien plus loin qu'elles ne l'étaient au Castellet, au Hungaroring ou à Silverstone, et en plus, Spa ne leur convient absolument pas, notamment parce que c'est un circuit où il y a besoin de puissance moteur, et c'est une de leurs faiblesses. Donc, même s'ils sont toujours parfaits les dimanches, et que face à eux, c'est 2 numéros 2 et une écurie Ferrari qui peut paniquer, je n'y crois pas pour une victoire des flèches d'argent. À vrai dire, ce à quoi je crois, c'est à la victoire de Max Verstappen. En fait, certes, il part 15e, mais j'ai le sentiment que rien, absolument rien ne va lui résister ce dimanche. S'il était parti en pole, il aurait sûrement collé 20, 25, 30 secondes à, du moins, Perez et Sainz. On verra pour Leclerc, mais je crois que ce week-end, on peut pas battre Verstappen. Et là, je me dis que 25-30 secondes à rattraper sur une course d'1h30, où en plus, peut y avoir une safety car qui les rapproche. Ouais, en fait, mon favori à la victoire aujourd'hui, c'est Max Verstappen. Il est remonté de la 10e à la première course la dernière fois. Là, j'ai peur qu'il remonte de la 15e à la première. Leclerc, lui, je l'imagine remonter 3e ou 4e. La Ferrari est clairement en dessous de la Red Bull. Il aura moins d'aisance à remonter, mais quand même, je pense qu'il peut choper un podium à l'arrivée. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir. Je m'attends à une masterclass. Mais attention aussi pour eux, faudra passer l'embûche d'un premier tour dans le peloton. C'est jamais évident et on s'écasse pas. On en perd toujours dans les premiers tours. Enfin, dans ce samedi un peu fou avec cette grille bizarre, n'oublions pas Alexander Albon qui a été auteur d'une qualif absolument splendide. Alors certes, il a bénéficié des pénalités qui le font monter de la 10e à la 6e place, mais il a battu tous ses concurrents directs à cette position. Il a atteint sa première Q3 de l'année. Voilà. Énormissime, la Williams a une vitesse de pointe du feu de Dieu, lui il l'utilise super bien, sa première partie de saison était très bonne. Voilà, on tient sûrement là la meilleure occasion de points qu'est Williams cette saison. En fait, j'ai le sentiment que pour eux, aujourd'hui, c'est un petit peu maintenant ou peut-être jamais. Ricciardo, Gasly, les Aston complètent le top 10 et j'imagine la plupart d'entre eux y rester. En fait, je suis d'ailleurs assez optimiste pour le clan français. Alpine a l'air très bien, Alonso va cartonner et prendre plus de points que Ricciardo. Ocon est très en forme, je pense qu'il va pouvoir remonter. Donc ça va faire plus de points que McLaren, en tout cas sur le papier. Et je pense que Gasly a de bonnes chances de rester dans le top 10, en tout cas. Je l'espère, on verra bien.
Alors avant de passer à l'actualité hors piste qui est extrêmement chargée, un petit mot sur les formules de promotion où c'est finalement assez le bazar, notamment en Formule 3. On a eu une qualif dans des conditions changeantes avec cette panne d'Isaac Hadjar en fin de qualif qui offre une grille complètement loufoque et cette course sprint marquée par une safety car et un long drapeau rouge suite au crash entre Goteux et Maloney. Tout le monde va bien mais c'était très animé hier matin. On a quand même assisté entre autres à la dominante victoire d'Oliver Biermann, le pilote britannique, le très jeune protégé Ferrari qui n'arrête pas de me séduire. Il grappille des points au classement, il va bientôt revenir sur le podium et surtout, je le redis, je pense qu'il finira la saison en étant l'homme le plus fort de ce championnat. Attention, j'espère déjà la F2 pour lui l'an prochain parce que j'estime qu'il est déjà prêt. Alors quand même, ses concurrents directs qui s'étaient ratés, parfois pas de leur faute, en qualif, ont été très forts sur la course d'hier. Arthur Leclerc remonte de 20e à 5e, Isaac Hadjar de 23e à 8e avec 2 dépassements dans le raidillon si je me souviens bien, et Crawford aussi qui fait à peu près la même chose, et ça aurait été pareil pour Victor Martins s'il n'avait pas pris la pénalité à cause de ce départ volé. Toujours est-il qu'Arthur Leclerc continue d'être impressionnant en termes de dépassement et de rythme de course, et que petit à petit, il va peut-être le gagner ce championnat, mais pour l'instant c'est Isaac Hadjar qui a repris la tête avec les 3 petits points qu'il a engrangés. On verra pour la course longue, il partira toujours 23e, Victor 24e, c'est donc Oliver Biermann qui lui part dans le top 5 je crois, qui peut faire un très gros coup. En Formule 2, en revanche, c'est la soupe à la grimace pour Théo Pourchaire qui partait 2e du sprint, qui avait une belle occasion, mais qui termine 6e sans inspiration, quand dans le même temps, Drugovich a signé la pole et partira donc premier aujourd'hui, et aussi a fait une remontée folle avec un beau pari sur les pneus dans le sprint. Il finit 4e devant. Ça fait très mal. Après la Hongrie, on espérait que les courbes s'inversent, finalement ça a repris comme avant la Hongrie, et si tout se passe dans la logique des choses aujourd'hui, on devrait avoir 40 points d'écart plus ou moins entre ces 2 prétendants au titre avant Zandvoort. Ouais, Théo, c'est pas le bon week-end, c'est pas la bonne opération, j'espère de tout cœur qu'il va nous faire de la folie aujourd'hui en course, mais la ART manque de vitesse de pointe, j'y crois pas trop. Allez, on enchaîne car à Spa, la piste n'est pas le seul endroit où il se passe des choses, car en dehors, vendredi, on a eu le droit à une énorme annonce. Audi arrive en Formule 1 en 2026. Rien que ça. Alors, on va essayer d'expliquer un peu parce que c'est flou et même un petit peu trompeur par instant. Oui, ils nous ont montré partout des images d'une Formule 1 aux couleurs d'Audi, pour autant la marque allemande débarque en tant que motoriste. L'information exacte, c'est qu'ils ont démarré un programme pour construire un moteur pour 2026. C'est tout. Par contre, il ne fait absolument aucun doute qu'ils ne vont pas s'arrêter au simple moteur. La marque va renforcer son engagement et d'ici à 2026, on aura vraiment une équipe Audi au sens complet du terme. D'ailleurs, eux-mêmes ne s'en cachent pas dans leur communication, en témoigne ce tweet où ils disent qu'ils recherchent des pilotes. LOL. Alors apparemment, ils ne vont pas former une 11e équipe sur la grille, mais ils vont en racheter une. Tous les regards se tournent vers Sauber. D'ailleurs, pile au même moment, ce vendredi, Alfa Romeo a annoncé qu'elle arrêterait son partenariat avec Sauber à la fin 2023. On voit où tout ça va aller. On aura donc bientôt une équipe Audi en Formule 1, partenaire de Sauber, qu'elle aura racheté visiblement à 75%, un moteur fait en Allemagne, un châssis fait en Suisse dans l'usine d'Inwil. Après, est-ce que ce sera pour 2024 ou pour 2026 ? On sait pas, il y a plein de détails à régler, mais ils ont temps de voir venir, et ça y est, Audi est en Formule 1. En tout cas, dans ce domaine, les choses bougent, et une autre officialisation pourrait arriver, celle de Porsche, qui va devenir le motoriste de Red Bull, en reprenant l'usine et la structure du Red Bull Powertrains, créé cette année après le vrai faux départ de Honda. Honda d'ailleurs qui est toujours plus ou moins là et qui voudrait revenir. Ouais, là aussi c'est pas clair, on est en attente de détails. Notons que Porsche et Audi appartiennent à la même marque, Volkswagen, un groupe très puissant qui souhaite désormais s'attaquer à la Formule 1 après avoir tout gagné ailleurs. Attention, le loup, ça y est dans la bergerie. À ce compte-là, on peut aussi avoir une pensée pour Andretti qui souhaite créer son équipe, cette fois-ci une équipe de plus, une 11e, mais qui se fait toujours refuser et que personne n'accepte. On a un petit peu du mal à comprendre pourquoi. À ce propos, l'interview complètement lunaire donnée par Dominique Kelly à ce sujet n'aide vraiment pas. Il reproche à Andretti d'avoir été public dans sa démarche. Bref, on a un peu de mal à comprendre pourquoi le monde de la Formule 1 refuse l'idée d'Andretti. Il y a des histoires, à mon avis,
de politique et d'argent derrière. Pourquoi oui à Audi, Volkswagen et Porsche, mais non à Andretti? Moi j'aime pas trop l'idée et je trouve ça un petit peu bizarre pour tout vous avouer. Passons maintenant à l'autre grosse info de cet avant Grand Prix de Belgique, c'est l'officialisation du départ de Ricciardo de chez McLaren à la fin de la saison 2022, alors qu'il avait un contrat qui allait jusqu'à la fin 2023. Zak Brown a donc bel et bien réussi à se séparer d'un Daniel qui coûte un salaire monstrueux, qui n'apporte pas assez de performance, et certainement pas celle qui était souhaitée lors de son recrutement, qui a actuellement 4 fois moins de points que Norris, ce qui coûte la 4ème place du constructeur, et qui ne parvient pas à trouver de solution pour s'en sortir. C'est un échec en bonne et due forme. Dans le même temps, il libère une place à Piastri qui signera une fois que le conseil des contrats aura donné raison à McLaren et qui signera même si ce n'est pas le cas, car je n'imagine pas Alpine le prendre contre son gré. La seule bataille qu'il y aura, elle sera pour des questions d'argent, mais le contrat, il sera pour McLaren l'an prochain avec Piastri, c'est sûr. Alors, on nous parle d'un consentement mutuel pour le départ de Ricciardo, mais ce n'est pas le cas, ne nous faisons pas avoir. Ricciardo a été mis à la porte, si ça ne tenait qu'à lui, il serait encore là l'an prochain. Alors, ça a le mérite d'être classe médiatiquement, McLaren n'a pas jeté dehors Ricciardo, voilà, ça fait un truc un peu stylé, mais pour l'Australien, ça reste un gros coup de massue. Il est complètement désavoué, sans crédibilité et sans volant. Alors, c'est pas immérité, clairement pas. Ses choix de carrière l'ont amené ici et il n'arrive absolument à rien chez les papayes. Ses performances sont aux fraises, à part 4-5 pics sur 30 courses. Malgré tout, la vitesse à laquelle les choses se sont gâtées pour lui fait peur. Même pas un an après Monza, il est à la rue, et il y a encore 3 ans, c'était un des plus gros poissons à choper sur le marché des transferts. Tout le monde le voulait, tout le monde croyait en lui pour le futur. La suite de sa carrière tient désormais dans une seule question, qui croit encore en lui ? En fait, ça dépend de comment on lit son passage chez McLaren. Est-ce que c'était une parenthèse inexplicable où ça n'a pas marché, ou bien est-ce que c'est son vrai niveau ? La réponse est forcément entre les deux, mais c'est dur de placer le curseur et Daniel a une grande part de responsabilité dans cet échec. Il n'y est pas arrivé, ce n'est absolument pas rassurant. Il avait été bon, voire très bon chez Renault, notamment en 2020, mais aujourd'hui sa cote est au plus bas, il est has-been. J'aime pas l'expression « il est fini », mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment où il en est, et vu ce qu'il nous montre depuis 2 ans, on n'a pas trop envie d'aller parier sur lui, surtout qu'il y a des jeunes qui arrivent, etc. Maintenant on va devoir ramer pour convaincre, c'est un petit peu triste, mais c'est la réalité de sa situation après 2 ans d'échec. Mais gardons la tête haute et un petit peu de joie, et explorons ses options pour l'année prochaine. D'abord, il y a la retraite, mais ce n'est absolument pas à l'ordre du jour, ce n'est pas son envie, il veut continuer en Formule 1, il espère toujours y trouver le succès. Si ce n'était pas le cas, il aurait annoncé sa retraite dans la foulée de son annonce de départ de chez McLaren. Ce n'a pas été le cas, ça montre qu'il veut rester et que les autres options l'intéressent. Voilà, il n'est pas encore dehors. Par contre, si rien ne se concrétise et que personne ne lui prend un contrat, bah oui, il pourrait y avoir une retraite, mais elle serait forcée. Concernant le fait de courir ailleurs qu'en Formule 1, ce n'est absolument pas d'actualité, il veut faire comme Hülkenberg, rester proche de la F1. 2023, c'est soit F1, soit rien du tout, pour tenter sa chance encore pendant quelques années, il l'a dit lui-même. Alors sa meilleure option en Formule 1 reste Alpine, sportivement et structurellement il ne peut rêver mieux, ça serait même un sacré soulagement de terminer avec un tel contrat après tout ça. La seule question, c'est le point de vue de l'écurie. De 1, croit-elle encore au potentiel et au niveau de Ricciardo ? De 2, est-ce le rapport qualité-prix qu'elle souhaite à côté d'Ocon ? De 3, est-ce que c'est vraiment sa meilleure cible sur le marché des transferts ? Et de 4, au niveau médiatique et humain, est-ce que c'est pas un petit peu bizarre d'aller reprendre Ricciardo ? Reprendre le mec qui t'a lâché extrêmement rapidement il y a 2 ans alors que t'avais investi des millions sur lui et qui depuis n'a pas vu le jour au point d'être la chaussette sale du mercato, ça donne le sentiment de récupérer dans les poubelles. Niveau fierté, c'est dur. D'autant plus que là, tu récupères le pilote que ton rival direct a volontairement mis à la porte pour te piquer ton énorme pépite. Sincèrement, je pense que je préférerais qu'Alpine passe totalement à autre chose avec un autre pilote. J'irai chercher du Gasly si c'est possible, peut-être même du Mick Schumacher, ou alors j'irai totalement sur la jeunesse, pourquoi pas Mick Doohan dès maintenant, soyons fous, ou tenter Drugovich ou Pourchaire. Dites-moi ce que vous feriez, mais j'ai un petit peu envie qu'Alpine oublie Ricciardo, oublie McLaren, oublie son passé, on a Ocon, on prend un deuxième pilote, on passe à autre chose.
Bon du coup, s'il n'a pas la place chez Alpine, Daniel pourra toujours toquer chez Haas, où visiblement la place de Schumacher est en danger, vu les commentaires de Steiner à son égard, que je trouve toujours un petit peu durs, vu les envies de l'écurie, et vu qu'apparemment l'Allemand chercherait activement une place ailleurs. Haas, elle, serait évidemment très fortement intéressée par l'expérience, le statut, la renommée et le niveau de Ricciardo, même si sur ce point-là, on ne sait pas exactement où on en est. S'il signe, il devient dans la seconde le meilleur pilote de toute l'histoire de Haas. Malgré tout, il y a plusieurs obstacles, à commencer par le fait que normalement, ce deuxième siège, il appartient à Ferrari. C'est elle qui décide du pilote. Ils ont un contrat qui garantit ça, et tout le reste, Haas ne pourrait vivre sans Ferrari, donc ils décident pas. Et même si elle perd ou elle lâche Schumacher, je n'imagine pas Ferrari lâcher ce deuxième siège qui peut lui permettre de placer ses jeunes pépites. Il n'y en a aucune en Formule 2 actuellement, mais il y a Biermann, on en a parlé, ou d'autres qui peuvent arriver bientôt, et c'est très utile d'avoir ce siège formateur, comme Leclerc en a bénéficié en son temps chez Sauber. Donc est-ce que Haas peut vraiment avoir un duo ne comportant aucun pilote que Ferrari aurait choisi ? À l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à l'imaginer, mais cette mercato prend une tournure vraiment bizarre. Après, il y a aussi la question du salaire. Haas peut-elle s'offrir Ricciardo ? Après avoir touché de très gros chèques ces dernières années, et face au risque de quitter totalement la Formule 1, on peut imaginer que l'Australien ferait un effort, on peut aussi penser que Gene Haas est capable de sortir le chéquier s'il estime que ça va lui rapporter sur et en dehors de la piste. Possible donc, mais finalement le plus gros obstacle, c'est sûrement la volonté de Daniel. Envisage-t-il réellement de courir chez Haas ? Bah, je crois que oui. Mais bon, alors certes, l'écurie n'est plus au fin fond de la grille, elle n'est plus donnée pour morte, mais de par son mode de fonctionnement et ses finances, elle ne pourra jamais accéder au succès en Formule 1. Et ça, Daniel, il le sait. Signer chez Haas, c'est un petit peu s'accrocher juste pour courir. Et puis, Red Bull, Renault, McLaren, Haas, la trajectoire, elle est pas folle, et si jamais il y a un nouveau flop, ça pourrait totalement détruire sa carrière. Donc le cas Ricciardo chez Haas divise, certains ne veulent pas le voir là-bas, disent que ça sert à rien. Moi je dis que ça se réfléchit, mais c'est effectivement pas la meilleure des options. Enfin, je rajoute également Williams, qui a un siège à pourvoir à côté d'Albon. On parle de Latifi ou de Sargent, pourquoi pas d'un Nyck de Vries, mais j'imagine que Williams peut totalement être intéressé de faire courir Ricciardo. Là rentre également en jeu deux questions, celle de la croyance en son niveau réel et celle du salaire, mais je pense pas que ce soit les principaux obstacles, il faut juste savoir si Daniel est prêt à signer dans la pire écurie du plateau. Voilà donc selon moi la liste, Alpine, Haas, Williams ou une retraite forcée. Je sais pas pourquoi, malgré tous les obstacles que j'ai évoqués, je le vois terminer chez Haas. J'ai le sentiment que ce mercato il va nous offrir d'autres surprises, qu'Alpine va vouloir passer à autre chose, sinon ce serait quasiment déjà fait, et que Günther Steiner va nous réserver un petit truc, que Daniel va encore courir. Bref, Ricciardo chez Haas. J'ai pas encore réussi à bien le modeler dans ma tête, mais je vois ça. N'hésitez pas à me donner votre avis et à compléter le reste de la grille 2023, on a encore quelques semaines pour spéculer. Allez, on termine par une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, pas de Grand Prix de France en 2023. On le savait, on s'y attendait, c'est tombé. On connaît les raisons à la fois financières et logistiques. J'ai pas trop envie d'en rediscuter ici, ce n'est pas vraiment le moment. On aura le temps dans les prochaines années de parler du Grand Prix de France en tant qu'entité. En tout cas, c'est évidemment extrêmement regrettable à titre personnel, à titre fans français que nous sommes tous, et historiquement, c'est quand même un petit faux pas. Alors maintenant, on espère qu'on n'attendra pas 10 ans avant le prochain, comme la dernière fois, et j'espère aussi que la solution qui sera trouvée, elle sera plaisante, parce que je suis pas sûr d'avoir envie d'un Grand Prix de Miami, mais à Grenoble. Voilà, on verra. Enfin, la bonne nouvelle, ce n'est pas encore tombé officiellement, mais apparemment, Spa est sauvé, il sera au calendrier 2023 minimum. C'est dû à des négociations qui ont coincé avec Calami, le circuit sud-africain est plutôt pressenti pour débuter en 2024. De quoi offrir un répit mérité à un circuit de Spa qui a beaucoup travaillé ces derniers temps pour plaire à la Formule 1, faire des aménagements dont on voit des tribunes absolument pleines dès le vendredi matin, c'est un régal de voir ça, il est là le cœur historique de la Formule 1 et surtout un circuit de Spa qui est vraiment l'âme de la F1. On n'a pas encore perdu Spa. Personnellement, je m'en réjouis. J'espère aussi que ce temps en rab donné permettra de faire une illusion
ou de trouver des solutions pour que Spa reste vraiment et ne soit plus sur la sellette. En tout cas, on prend. Bien sûr, si on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous encourage à la liker, à la partager et bien évidemment à la commenter. J'ai hâte de savoir vos avis sur tous ces différents sujets. Dans la description, il y a également le lien de tous mes réseaux sociaux, notamment mon compte Twitter et également mon compte Twitter perso. Bon dimanche de Grand Prix à tous, je vous annonce malheureusement que je ne pourrai pas faire de déprix lundi. Ouais, j'ai un programme beaucoup trop chargé en ce dimanche et en ce début de semaine, impossible pour moi. On essaye de se retrouver jeudi pour faire un petit bilan de Spa et se projeter sur Zandvoort, mais malheureusement, je ne peux pas faire mieux. Malgré tout, on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous dit pas de déprix, mais bientôt de très belles choses. A bientôt, et on envoie de la force aux copains de Winamax qui seront en live, sans moi désormais, pour une raison que je vous annoncerai bientôt, à 15h ou 14h je crois, sur Winamax TV. Bisous les gars.